Alors bonjour à tous, merci pour le lancement d'EcoGaz. Donc j'invite, je vais vous présenter les trois participants, donc Thierry Trouvé qui est directeur général de GRT Gaz, Dominique Maucly, directeur général de Teréga, et Philippe Lavarde, président de l'ADEME, qui vont vous présenter le dispositif EcoGaz avant un jeu de questions-réponses à l'issue de la conférence de presse. Messieurs. Merci Vincent. Vous m'entendez? C'est bon? Non? Non? Alors, c'est bon, là c'est mieux, comme ça? Bien. Donc écoutez, merci, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je voudrais vraiment remercier tous les partenaires d'EcoGaz, et en particulier bien sûr ceux d'entre eux qui sont là aujourd'hui, de nous avoir rejoints. Vous savez que ce dispositif EcoGaz, on l'a lancé très récemment. Et c'est grâce à votre mobilisation qu'on a pu vraiment lui faire prendre l'ampleur qu'il est en train de prendre. Alors je voudrais remercier particulièrement quelques personnes qui ont pu se déplacer aujourd'hui pour être avec nous. Alors je voudrais citer Madame Emmanuelle Cos, qui est présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Alors elle n'est pas encore, je crois, dans la salle, mais elle ne devrait pas tarder. Citer aussi Monsieur Benoît Lamberti, qui est le directeur marketing et expérience client d'EDF, Stéphane Michel, qui est le directeur général de Gaz Total Énergie, saluer la présence avec nous de Laurence Poirier, directrice générale de GRDF. Et puis alors, je ne vais pas citer tout le monde, parce qu'en plus, dans la salle, il y a plein de gens que je connais depuis longtemps, et ça me fait vraiment plaisir ils se reconnaîtront, hein, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Et puis, il y en a d'autres que je connais depuis moins longtemps, mais que je remercie tout aussi chaleureusement de votre aide et de votre mobilisation au profit d'EcoGaz. Alors, je vais commencer pour rentrer donc dans le vif du sujet. Le contexte dans lequel nous faisons EcoGaz, c'est le suivant. Donc, vous connaissez évidemment le contexte géopolitique sur lequel je ne vais pas m'étendre. En revanche, peut-être vous montrer quelles sont les conséquences gazières aux frontières françaises de la situation actuelle. Donc, nous ne recevons plus du tout de gaz russe depuis, on va dire, l'été dernier. Et les flux de gaz se sont complètement inversés par rapport à ce que nous connaissions depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est-à-dire que là où auparavant nous recevions du gaz qui arrivait de Belgique et qui arrivait d'Allemagne, et donc une partie de ce gaz venait de Russie, en réalité, aujourd'hui, nous exportons du gaz vers la Belgique, et comme vous le savez, si vous suivez un tout petit peu l'actualité gazière, nous avons commencé depuis la semaine dernière à exporter du gaz vers l'Allemagne. Et donc, comme vous le voyez, au fond, aujourd'hui, on est dans un schéma de flux où le gaz arrive de Norvège. Il peut arriver d'Espagne. En ce moment, il va en Espagne, mais ça dépend des jours, donc il vient, il va. Et puis, il arrive beaucoup par bateau sur les 4 terminaux méthaniers français. Et globalement, il part vers l'Est, vers la Suisse, à destination de l'Italie ou de l'Allemagne, vers l'Allemagne directement et vers la Belgique. Bon, toute cette mobilisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne gazière, elle a permis de remplir les stockages pendant cet été. Les stockages, vous le savez, sont remplis maintenant à 100%. Et le gaz continue à arriver, notamment par les terminaux méthaniers qui fonctionnent à plus de 90%. Ce qui fait que on peut dire que nous commençons l'hiver dans les meilleures conditions possibles, mais effectivement sans gaz russe. Alors, quand on fait nos simulations, et on les a présentées le 14 septembre dernier, quand on fait nos simulations, on voit que si l'hiver est moyen, on est tout à fait capable de faire face à la demande intérieure française, plus d'aider nos collègues électriciens, vous connaissez la situation du parc électrique français, donc en leur donnant beaucoup plus de gaz que d'habitude pour la production d'électricité, et également donc de jouer notre rôle de solidarité active vis-à-vis de nos voisins européens, mais c'est vrai qu'on ne dispose pas de beaucoup de marge de manœuvre. Le sujet, c'est que si l'hiver est froid, ou s'il est très froid, ou s'il y a une pointe de froid tardive pendant l'hiver, on peut être dans des situations délicates où on peut manquer de gaz de l'ordre de 5% sur la durée d'un hiver. Et donc, pour prévenir la survenue de ces situations délicates, nous avons besoin de sobriété, nous avons besoin de réduire notre consommation, et c'est tout l'enjeu de ce programme et de ce dispositif EcoGaz, parce que si on économise le gaz dès le début de l'hiver, eh bien, même dans les situations d'hiver froid ou très froid,
ça peut passer. Vous voyez, 5% de la consommation sur un hiver, c'est à notre portée, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait réaliser. Alors, de quoi s'agit-il plus précisément? Alors, j'ajouterais aussi que ce dispositif, il n'est pas que pour cet hiver, hein, il est aussi potentiellement pour les hivers suivants, notamment l'hiver prochain. Vous avez vu que la Commission européenne a dit récemment que l'hiver prochain pourrait être plus compliqué. En effet, il est à peu près certain que nous n'aurons pas en Europe de gaz russe pour nous aider à remplir les stockages, contrairement à cette année. Donc EcoGaz, alors nos collègues de RTE, parce qu'on a évidemment, on s'est beaucoup inspiré de RTE et je les remercie de nous avoir aidés là-dessus. Donc ils parlent de la météo du gaz. Alors nous, comme on manipule du gaz sous pression à longueur de journée, on parle plutôt du baromètre du gaz, vous comprendrez ça aisément. Donc c'est un dispositif, c'est un baromètre à 5 jours qui a comme objectif de nous aider à avoir une consommation responsable. Alors, je voudrais tout de suite préciser ce qu'on cherche à faire, parce qu'il y a deux cibles, en fait, en réalité, que l'on cherche à atteindre avec EcoGaz. Il y a une première cible qui est la sobriété du quotidien. Si je voulais faire une analogie, je dirais que ça, c'est une course de fond. C'est-à-dire c'est une course de fond qui démarre maintenant, au début de l'hiver, et qui va se dérouler pendant tout l'hiver jusqu'à la fin de l'hiver. L'objectif, c'est de préserver tout au long de l'hiver les stockages, de manière à ce que, même s'il se met à faire un peu froid en fin d'hiver, on ait suffisamment de performance dans les stockages pour pouvoir faire face à la demande à ce moment-là. Donc c'est vraiment la sobriété du quotidien en permanence tous les jours. Et puis ensuite, il y a ce que j'appelle la sobriété de pointe. Donc la sobriété de pointe, toujours avec mon analogie, c'est un sprint. C'est-à-dire ce sont les jours où nous allons être potentiellement dans une situation très tendue. Et donc ce jour-là, il faudra faire encore plus d'efforts que d'habitude pour limiter les conséquences de ce potentiel déséquilibre entre l'offre et la demande. Et là, vous voyez tout de suite une différence avec nos collègues électriciens. L'enjeu en électricité, le premier enjeu, c'est de gérer une pointe à l'intérieur de la journée. C'est de décaler la consommation de certaines heures à certaines autres heures. Nous n'avons pas ce sujet en gaz. Le gaz est stockable et donc on arrive à lisser, je dirais, à l'intérieur d'une journée la consommation et de faire face à la demande. Mais voilà, on a des pointes, c'est des pointes qui sont à la maille d'une journée, et on a des stockages, contrairement à nos collègues électriciens qui en ont, mais pas beaucoup, et donc l'objectif étant de préserver tout au long de l'hiver ces stockages. Alors, donc, il s'agit effectivement d'anticiper ces tensions sur le réseau du gaz, de prévenir la survenue de ces situations difficiles, et l'objectif, au fond, c'est de ne pas avoir, si possible, à activer les mécanismes d'interruptibilité et de délestage. Alors dans le jargon gazier, l'interruptibilité sont des mécanismes qui sont en général plus ou moins rémunérés d'une façon ou d'une autre. Les délestages, c'est moins agréable parce que ce sont des mécanismes où on impose à des consommateurs, des grands consommateurs industriels, de réduire leur consommation. Et là, ma foi, c'est sans contrepartie financière, sans parler évidemment de la désorganisation de la production que ça implique. Donc, il s'agit aussi évidemment d'accompagner le plan de sobriété énergétique que le gouvernement a lancé. Et puis aussi, quand on réduit sa consommation, évidemment, on réduit sa facture. Et compte tenu des niveaux de prix actuels de l'énergie en Europe et en France, c'est évidemment un enjeu très important. Le dernier enjeu, et celui-là, il est permanent, c'est la question évidemment de la décarbonation et de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est l'occasion pour la filière gaz et notamment pour GRTgaz de s'impliquer vraiment dans une démarche citoyenne concrète de maîtrise de la consommation d'énergie. On pourrait dire que c'est un peu nouveau, hein, jusqu'ici ça s'était relativement peu fait, on était un peu en retard par rapport à nos collègues électriciens, et donc il était temps de le faire. Et voilà. Et cette démarche citoyenne, ça veut dire l'idée c'est de donner l'opportunité à tout le monde, à chacun d'entre nous, que ce soit quand on est à la tête d'un réseau, d'une entreprise, d'un acteur économique, d'un acteur du logement, enfin, et où qu'on soit un particulier, c'est de donner à tous l'opportunité de s'engager. Donc c'est le travail de 3 partenaires, donc GRTgaz bien sûr, nos collègues transporteurs et stockeurs de gaz du sud-ouest de la France, Teréga, et puis l'ADEME, évidemment incontournable acteur des économies d'énergie, et qui vont prendre la parole dans un instant. Alors,
Je vous en dis un tout petit peu plus sur le dispositif. Donc, vous l'avez compris, c'est un dispositif avec des couleurs, comme la météo. Donc, l'idée, c'est d'informer et d'alerter potentiellement tous les jours sur le niveau relatif de consommation et de tension du système gazier, via un code à 4 couleurs, vert, jaune, orange et rouge. Donc, je vous explique la signification des couleurs, mais c'est écrit sur l'écran. Quand c'est vert, tout va bien, niveau de consommation normal ou inférieur à la normale. Quand c'est jaune, le niveau de consommation est légèrement supérieur à la normale, donc vigilance. Quand c'est orange, le niveau de consommation, alors c'est deux cas, soit le niveau de consommation est très supérieur à la normale, soit nous avons une tension sur le réseau, même si la consommation n'est pas forcément très supérieure à la normale. Et puis quand c'est rouge, c'est que là, les ennuis commencent et qu'on est en train, ou qu'on se prépare, ou qu'on a lancé les dispositifs d'interruptibilité dont je parlais tout à l'heure, voire de délestage. Donc, Ecogaz, c'est quoi? C'est un site internet, myecogaz.com, donc sur lequel on va pouvoir aller consulter en permanence la couleur du réseau gaz, du système gazier, sur lequel on va pouvoir, ça va vous être expliqué dans un instant, aller voir quels sont les éco-gestes à adopter justement à la fois dans la course de fond de l'hiver et éventuellement sur le sprint de la pointe, de la sobriété de pointe, avec donc des messages d'alerte en cas de lancement donc, de ces dispositifs d'interruptibilité et de délestage. C'est ensuite deux autres choses. C'est la possibilité pour des acteurs professionnels d'abonner leur système informatique et d'asservir éventuellement quelque chose, une information, une consigne de chaudière, sur la couleur du signal. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'aller sur la plateforme Audrey, donc qui est une plateforme d'open data que nous exploitons, nous gérons avec un certain nombre d'acteurs, Terega, RTE, etc. Donc sur cette plateforme, il y a un API pour les spécialistes, donc une interface informatique qui permet par exemple, si vous avez un parc de chaudière, que vous voulez dire, moi le jour où on est en signal orange ou rouge, au lieu d'être à 19, je me mets provisoirement à 18, c'est tout à fait possible de le faire de manière automatique. Et puis, chacun d'entre nous peut s'abonner en recevant donc des SMS en cas de signal orange ou de signal rouge de Ecogaz. Voilà en gros comment ça fonctionne. Alors derrière ça, pour en dire encore un tout petit peu plus, si mon slide veut bien passer, donc comment est-ce que ce signal est élaboré? Donc en fait, tous les jours, ça on le fait tout le temps, évidemment c'est notre métier, on fait des prévisions de consommation sur la maille française, et on va comparer, donc ça nous sert dans nos process de pilotage du système gazier, mais ces prévisions de consommation, on va aussi les comparer, les utiliser, c'est ça qui est un peu nouveau, à la consommation historique moyenne sur la même période des années précédentes. Et donc on va comparer les choses, et donc c'est là qu'on dit, si on est au-dessus ou très au-dessus, à ce moment-là, on va allumer la couleur du signal. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de s'intéresser à l'équilibre entre l'offre et la demande, tel qu'on l'anticipe pour la journée ou pour les journées qui vont venir. Et donc, c'est ce que j'appelle le niveau de tension, même si on n'est pas dans l'électricité du réseau. Donc, on va comparer les entrées auxquelles on s'attend sur le réseau français, donc le gaz qui arrive par gazoduc, le gaz qui arrive par les terminaux méthaniers, le gaz qui peut sortir des stockages, la production de méthane, voilà, ça c'est tout ce qui arrive sur le réseau français, et puis on va comparer ça aux sorties que l'on attend sur le réseau, donc les consommations auxquelles on s'attend sur le réseau, les centrales à gaz, les sites industriels, les distributions publiques, et puis également les sorties qu'on anticipe qui correspondent au transit, puisque vous l'avez vu, la France est peut-être plus qu'avant encore une terre de transit pour le gaz. On regarde ça sur une fenêtre de 5 jours, et donc chaque jour on va publier notre anticipation de ce qui va se passer et une couleur pour chaque jour dans les 5 jours à venir. Et pour être encore plus précis, donc que signifie le signal orange? Il signifie une situation tendue sur le réseau gaz, donc chaque mot compte, c'est pour ça que je lis ça avec attention. Donc tendu sur le réseau gaz, ça veut dire quoi? Le message qu'on envoie derrière pour chaque acteur, c'est de se dire, si j'adapte ma consommation, je peux contribuer à l'effort collectif,
et ainsi éviter que les grands consommateurs ne soient mis à contribution par ces dispositifs type délestage qui évidemment sont délétères. Quand on en est au signal rouge, ça veut dire que la situation est vraiment très tendue. Ça veut dire qu'on est en train probablement de préparer ou qu'on a déjà envoyé des ordres de délestage, en tout cas qui pourraient être envoyés très, très prochainement aux acteurs concernés. Donc on pourrait dire que c'est presque un peu trop tard, mais ce n'est pas complètement trop tard parce que la réduction de la consommation, elle va forcément aider à passer ce moment difficile et elle va aider à un retour à la normale le plus rapidement possible. Hop. Voilà, alors je vais maintenant passer la parole à Dominique Maucly qui va vous parler du... Je vais vous parler du Sud-Ouest. Donc l'idée, c'est pas de vous parler du Sud-Ouest, c'est en fait d'illustrer... J'aimerais bien, il y a plein de choses superbes dans le Sud-Ouest, mais l'idée, c'est d'illustrer le fait que Ecogaz, ça s'adresse à tous. Et ça s'adresse à tous, quel que soit en fait le statut que l'on peut avoir de consommateur, d'entreprise, d'institution. Et ça descend jusqu'au terrain parce que c'est comme ça qu'en fait on va réussir à réduire les consommations dans les moments où c'est vraiment critique pour le système. Et comme on l'a dit, c'est critique à peu près tout l'hiver. C'est pour ça qu'il y a la course de fond et puis la préparation des pics. Alors en deux mots, pourquoi sur le Sud-Ouest? C'est parce que nous en fait on va participer bien évidemment à l'équilibrage global de la zone France, donc à l'élaboration des signaux qui sont les signaux importants. Ils vont être publiés au travers d'EcoWatt et au travers de la relation qu'on a localement, on va communiquer à l'ensemble des acteurs ce qu'ils doivent faire ou ce qu'il est intéressant qu'ils fassent. Alors, c'est quoi les acteurs? Ce qu'on a voulu illustrer au travers de ce slide-là, souvent on ne connaît pas bien qui consomme du gaz. Eh bien, en hiver, 55% de la consommation de gaz dans le Sud-Ouest, c'est pas la même chose exactement dans toutes les régions, mais c'est à peu près quand même les grandes tendances. 55%, c'est le consommateur qui est en bout de ligne, c'est vous, c'est moi. Et donc 1%, le 1%, ou ce qu'il faut gagner en tout cas, la sobriété, ça passe par la mobilisation de tous les consommateurs. Parce que si on ne travaille pas sur ces 55%, c'est la plus grosse part, en tout cas, de la consommation prévisible. La deuxième part, vous le voyez, hein, elle se partage en deux parties égales. Il y a une première partie qui est la partie des industriels, qui représente ensuite le deuxième gros morceau, qui sont raccordés au réseau. Alors eux, leurs consommations, elles sont à peu près uniformes toute l'année. En hiver, c'est clair que les consommateurs, vous et nous, pour le chauffage, en fait, on fait appel au gaz de façon plus importante. Et puis, le reste, ce sont les institutionnels. Donc, l'État lui-même et l'ensemble des collectivités territoriales se sont engagés dans les plans de sobriété, comme les entreprises. Mais ça représente aussi un quart, et ces deux quarts-là représentent le reste de cette consommation. Donc, en fait, quand on baisse, et on va voir hein, les mesures qui sont préconisées, quand nous, en tant qu'individus, on baisse de 1 degré notre température, non seulement on participe à l'effort collectif, mais surtout on permet à l'industrie d'être dans une situation bien meilleure au titre de la délivrance du gaz sur l'ensemble du réseau. Donc il ne faut pas considérer cet effort qui est demandé, ou cet effort de sobriété, comme étant quelque chose d'égoïste. C'est quelque chose qui permet à l'ensemble de la collectivité de bien fonctionner. Vous voyez, j'insiste sur ces 55% parce que ce n'est pas très connu. Alors comment est-ce qu'on va traiter le résidentiel, donc les citoyens, les 55%? La mesure que l'on porte, c'est d'abord que chacun, nous soyons tous, nous, je parle de moi en tant que consommateur, il se trouve que je suis un consommateur de gaz, donc tous ambassadeurs d'Ecogaz, cet outil, ça doit être l'outil de chacun, un petit peu comme, je veux dire, les autres outils électriques. Et puis, la mesure toute simple, c'est 1% de chauffage en moins quand on est dans des périodes qui sont des périodes critiques, voire quand on peut le faire effectivement quand c'est vert, c'est pas grave. Je veux dire, là aussi, on maintient les stockages au meilleur niveau, donc tout va bien. Et on rappelle le chiffre, 1 degré de chauffage en moins, c'est 7% de la consommation qui est économisée. Alors pour vous donner un exemple, chez Teréga, ce qu'on fait, hein, on a nous-mêmes donc déployé un plan de sobriété dans l'entreprise. Et ce dispositif EcoWatt, on va en faire la promotion auprès de nos collaborateurs, et ça on peut tous le faire, puisqu'ici on a aussi beaucoup de représentants d'entreprise, mais on va l'afficher systématiquement
sur nos affichages tournants, de telle manière à ce que, bon, on le sait, hein, les uns et les autres, nos collaborateurs ne vont pas forcément s'abonner sur le site Ecogaz, etc. Mais néanmoins, l'information sera disponible dans nos entreprises pour que chacun puisse se dire ah, demain matin, il est important que je baisse, ou ce soir quand je rentre à la maison, il est important que je baisse ma température ou que je fasse l'effort si je ne l'ai pas fait encore. Pour la partie industrielle, eh bien, en fait, on a commencé notre tour des industriels de façon à les sensibiliser à la problématique de l'hiver, donc de regarder avec eux quelles étaient leurs sensibilités à éventuellement du délestage, leur capacité à devenir interruptibles. Mais au passage, bien évidemment, on a vanté l'outil Ecogaz et je remercie tous les partenaires qui sont maintenant, donc en fait des partenaires qui sont prêts à soutenir cette démarche. Et 90% de ces industriels que l'on a rencontrés se déclarent prêts à signer cette charte Ecogaz et un certain nombre d'entre eux l'ont déjà fait. Donc, ils vont le faire, ils vont mettre en place les éco-gestes et puis ensuite, donc, on va sensibiliser, eux-mêmes vont le faire, mais on est disponible pour sensibiliser leurs collaborateurs avec l'ADEME et les autres acteurs pour les sensibiliser à l'importance de cette nouvelle démarche qui est systématiquement avec la consommation, de se dire comment je peux en économiser. En parallèle, bien évidemment, on développe aussi des outils digitaux qui sont, l'idée c'est de mettre à disposition des consommateurs l'information la plus fraîche possible pour qu'eux-mêmes puissent corréler ces données avec leurs données de process industriels. Mais ça, c'est du complément qu'on met à leur disposition s'ils le souhaitent. Voilà comment on a prévu d'adresser 55% de la consommation. C'est de la responsabilité individuelle, mais il faut que chacun, et nous on va continuer de descendre bien évidemment tout ça au plus près du terrain, mais on peut tous le faire, chacun dans nos entreprises. Et puis la consommation industrielle au travers des chartes, des visites et tous les process qu'on va mettre en place pour optimiser nos consommations. Alors, je vais passer maintenant la parole à l'ADEME pour qu'elle vous explique un petit peu mieux tous ces gestes. Alors, merci, vous me prenez un peu au dépourvu parce que j'ai l'impression qu'il doit y avoir une présentation. Il y a juste un slide. Que je n'ai pas. Alors, attendez, on va voir. Voilà. Donc, c'est simple. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, un peu plus d'un mois après le lancement d'EcoWatt, dont l'ADEME est également partenaire avec RTE. Donc, c'est évidemment un plaisir cet après-midi, aux côtés de GRT Gaz et de Teréga, de pouvoir lancer donc ce site dédié au gaz. Il me semble que Thierry Trouvé a bien expliqué finalement le contexte du gaz qui est quand même somme toute différent de celui de l'électricité. Pour autant, l'effort de sobriété que vous venez tous les deux de rappeler s'impose à tous. Il s'impose à tous non seulement pour atteindre les objectifs de très court terme, passer l'hiver, atteindre les moins 10% de consommation dans les 2 ans, les moins 40% à un horizon un peu plus lointain, et puis globalement contribuer donc à l'effort de décarbonation, que ce soit à l'horizon 2030 ou 2050. C'est ça finalement l'objectif majeur. Alors vous savez peut-être que l'ADEME a réalisé l'année dernière donc un exercice de prospective, Transition 2050, j'en refais un peu la publicité, mais il est actuellement présenté depuis près d'1 an dans les territoires et dans beaucoup d'univers professionnels, donc je pense que vous le connaissez. Donc vous avez vu que dans les 4 méta-scénarios, il y a un dosage entre l'efficacité de l'utilisation de l'énergie, le développement de nouvelles technologies et toujours une dose plus ou moins importante de sobriété. Donc je crois qu'aujourd'hui, notre mot-clé, c'est effectivement le mot sobriété. Alors, sobriété, c'est vrai pour tous les acteurs économiques, on vient de le voir tout à l'heure, qui sont des acteurs importants de la consommation d'énergie. C'est vrai dans le monde des collectivités, c'est le monde du logement, et puis c'est évidemment chacun dans sa vie quotidienne. Donc, l'ADEME, depuis déjà un certain temps, donc, diffuse et élabore donc un certain nombre d'outils qui font la promotion des différents éco-gestes dans le secteur industriel et dans les différentes familles de l'industrie. Nous sommes en train de travailler avec les 9 secteurs industriels les plus consommateurs d'énergie. On vient de sortir un travail sur le ciment, ça va sortir très bientôt sur l'acierie, et avec chacun donc, des comités de filière d'engager les entreprises en question dans la sobriété énergétique. C'est vrai également donc avec le secteur tertiaire, le secteur du logement, en particulier dans le logement social dont je salue la présidente,
Et c'est vrai aussi, on vient de le voir, avec le citoyen et les familles, puisque le gaz, c'est avant tout une consommation individuelle. Donc, le site Ecogaz va reprendre finalement un ensemble, on dirait, de bonnes pratiques, de gestes de bon sens, alors qui sont résumés dans la slide qui sont ici sur le site que je suis allé visiter ce matin, et je me suis inscrit donc, pour recevoir les alertes par SMS. Donc j'engage tout le monde à pouvoir le faire. Donc vous avez évidemment la première chose qui est réguler, piloter son chauffage, puisque le chauffage, c'est 2/3 des dépenses d'énergie. Si on ajoute l'eau chaude sanitaire, on arrive aux 3/4, et c'est, on vient de le voir, d'abord du gaz. Donc tout ce qui va être fait sur le chauffage va être bon pour la sobriété et va être bon donc, pour l'équilibre de l'offre et de la demande de gaz. C'est aussi des mesures sur l'habitat, donc des mesures de bon sens, empêcher les intrusions d'air en calfeutrant les arrivées d'air sous les portes ou sous les fenêtres. Et puis, évidemment, c'est de pouvoir s'engager dans des programmes de rénovation. Donc, sur le site Ecogaz, vous retrouverez donc l'ensemble des informations, les relais vers le site MaPrimeRénov' ou le site de l'ADEME, Agir pour la transition écologique. Et puis, c'est aussi tout ce qui concerne l'utilisation de l'eau chaude. Donc, l'eau chaude, c'est évidemment la douche plutôt que le bain. C'est la douche pas trop longtemps, c'est couper le robinet quand on se savonne, et puis c'est réduire la température du chauffe-eau. Tout ça, je suis sûr que vous le pratiquez tous, mais ça n'est pas encore le cas général. Et puis, quand on fait la cuisine, c'est couvrir les casseroles, couvrir les poêles, éviter les déperditions de chaleur. Et la chose qui est évidemment la plus rentable et la plus efficace, c'est le système de régulation du chauffage. Un système de thermostat, y compris pilotable à distance, ça coûte au maximum quelques centaines d'euros. Et évidemment, le temps de retour sur l'investissement, lui, est extrêmement rapide. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir sur le site l'ensemble de ces éco-gestes. Vous y trouverez également donc, un ensemble de guides qui ont été élaborés au fil du temps par l'ADEME, pour ceux qui veulent en savoir plus. Et puis, je vous invite tous à aller vous inscrire à la fois sur le site d'Ecogaz et puis aussi sur le site d'EcoWatt, puisque nous sommes tous consommateurs d'électricité et pour une partie d'entre nous de gaz. Merci. Merci Patrick. Donc on va terminer juste avec le cœur du réacteur, c'est-à-dire la révélation des partenaires, les premiers, puisqu'on est qu'au début de la démarche, mais vous êtes déjà nombreux, puisque vous êtes plus de 60 aujourd'hui. Alors pas tous présents ici, hein, mais voilà. Donc peut-être d'abord un peu parler de typologie, puisque j'ai dit tout à l'heure que finalement cette sobriété, nous l'avons dit l'un et l'autre, les uns et les autres, la sobriété ça s'adresse à tout le monde et Ecogaz ça concerne tout le monde. Donc pour les partenariats, il y a 5 grands types. Il y a d'abord les acteurs du logement privé, du logement public. Vous êtes un certain nombre dans la salle que je salue de nouveau. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication, ça se comprend parfaitement. Ensuite, il y a le monde des entreprises au sens large du terme. Là aussi, vous êtes un certain nombre, les grandes entreprises, les grandes entreprises consommatrices d'énergie, les professionnels de l'énergie qui travaillent pour d'autres entreprises, les entreprises industrielles. Là aussi, les choses sont évidentes, ça ne nécessite pas d'explication. Les énergéticiens, alors quand je dis les énergéticiens, je pense notamment aux fournisseurs d'énergie. Et là, je pense, pour en avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux, qu'une des idées, une des pistes, alors qui n'est pas mise en œuvre aujourd'hui, parce que EcoWatt, c'est tout récent, ça vient de sortir, c'est éventuellement d'adapter leurs programmes de tarification, peut-être, pourquoi pas, à la couleur du signal. Voilà, donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'ils travaillent. Il y a eu des annonces faites par un certain nombre de grands énergéticiens, mais pour des raisons de neutralité évidentes, je ne les citerai pas ici, pour déjà commencer à envoyer des premiers signaux économiques vis-à-vis de leurs clients, des sortes de récompenses s'ils baissent la consommation. Voilà. Et donc, on offre un outil supplémentaire qui peut être utilisé pour faire évoluer et rendre encore plus pertinente ce type de tarification. Il y a, je ne les ai pas encore cités tout à l'heure, mais c'est évidemment extrêmement important, les partenaires médias.
Donc je pourrais citer le groupe TF1 qui nous a rejoint et qui je crois est présent aujourd'hui, le groupe Altis également avec BFM TV et puis tous les autres médias de ce groupe qui doivent être présents aussi parmi nous aujourd'hui. Il y a France Télévisions également qui a signé, qui est partenaire de la charte et d'autres médias, y compris évidemment les journalistes qui sont avec nous aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on compte sur eux, on compte sur vous pour relayer ce message, en particulier évidemment au moment des situations de tension, mais plus généralement dans cette course de fond de la sobriété qui est importante pour les raisons qui viennent d'être évoquées. Et puis la dernière grande famille de partenaires, ce sont les collectivités territoriales, des régions, des métropoles, des départements, des agences régionales. Là aussi, alors c'est parfois un petit peu plus long pour ces collectivités, même si certaines sont ici aujourd'hui, mais on sait qu'il y a un intérêt très appuyé de ces collectivités qui sont à la fois des gestionnaires de parcs immobiliers et en même temps des acteurs, des prescripteurs, des acteurs qui peuvent relayer les messages. Voilà, donc je vais terminer avec un dernier slide qui vous donne à date, alors comme ça change toutes les heures, j'espère qu'on a mis les derniers, qui recense les 60 partenaires que nous avons aujourd'hui, et donc vous voyez qu'il y a des très grands noms, des très belles signatures. Ces noms figurent aussi évidemment sur le communiqué de presse qui vous a été ou qui vous sera remis. Voilà, alors je crois que j'ai terminé, nous avons terminé cette présentation. Vincent va revenir pour éventuellement animer une séquence de questions-réponses. Vincent ? Non, pas encore, mais ça va venir. Voilà. Ouais. Merci Thierry, merci à tous les trois. Donc voilà, la conférence explicative, en tout cas sur le parti expliqué est terminée. Je vous propose de passer à la séquence questions pour les journalistes qui sont dans la salle ou même à distance. Et je crois que je laisse la parole à Valentine pour notamment relayer les questions que je n'ai pas sous les yeux. Et je m'adresse à la salle également en ce moment. On n'entend pas. Ça va venir. Oui, c'est bon maintenant. Alors, on a une première question de Benjamin Marie de Reuters qui demande que pouvez-vous nous dire sur le projet de nouvelle interconnexion gazière entre la France, l'Espagne et le Portugal à ce jour? Aujourd'hui, on n'a rien à dire de particulier. C'est un sujet qui ouais. Alors moi, personnellement, je n'ai pas l'info, donc je ne sais pas ce qui a été annoncé ce jour. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, dans la salle. Est-ce que tout ce qu'on a dit était clair? Oui. Est-ce que vous avez une idée du gradient de température à partir duquel on s'approche de la zone par rapport en écart, sans support normal? Non, pas vraiment, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la zone rouge, elle dépend pas seulement du gradient de température ou du niveau de consommation, mais elle dépend aussi du moment dans l'hiver où on est et de la manière dont les stocks ont été gérés. Je vais donner un exemple. On a pris dans nos calculs, parmi les nombreux tirs et les simulations qu'on a faites, on a pris la journée la plus froide comme il s'en produit une tous les 50 ans, le risque 2%. Quand on prend cette journée-là, qu'on regarde les besoins, consommation, transit, et ce qui peut arriver par les différents points d'entrée que j'ai rappelés tout à l'heure, le déficit théorique qui apparaît, il est de l'ordre de 1%. 1%. C'est-à-dire, autant dire, on est dans l'épaisseur du trait, des calculs, etc. Donc on se dit, finalement, on pourrait se dire, si on ne regarde que ça, ça passe, il n'y a pas de sujet. Mais si je prends une journée moins froide, alors il se trouve que statistiquement, d'un point de vue météo, cette journée la plus froide, elle se passe plutôt en première partie d'hiver, quand les stockages sont remplis. Si je prends une journée moins froide, qui se produit en fin février ou en mars, même significativement moins froide, pour les amateurs de chiffres, l'exemple qu'on avait pris dans la conférence de presse était 300 gigawattheures par jour de moins de consommation, donc significativement moins froide.
eh bien, on fait apparaître un déficit plus important. Pourquoi? Parce que les stockages ne sont plus parce qu'ils ont été en principe vidés plus, c'est normal, c'est la vie, hein, mais qu'ils ont été vidés donc de telle sorte que, en fait, leur performance, elle est inférieure de 500 gigawattheures à peu près, genre des ordres de grandeur, ce jour-là. Et donc le déficit, au lieu d'être de 60, il est de 250 ou de 260. Voilà. Et donc c'est difficile de faire un lien univoque avec la température ou avec le niveau de consommation, parce que ça dépend du moment. Et c'est pour ça que c'est important, cette course de fond, qu'on commence maintenant, c'est pour ça que c'est important de préserver au maximum les stockages. Alors ça, c'est à la fois l'action des fournisseurs qui vont choisir entre sortir du gaz des stockages ou amener du gaz en Europe et notamment en France, mais c'est aussi cet effort de sobriété que chacun d'entre nous doit faire. On a une autre question, toujours de Benjamin Mallet de Reuters, qui demande s'il y a un objectif chiffré de baisse de consommation cet hiver lié spécifiquement au dispositif EcoGaz. Alors, c'est une question difficile. On n'a pas, à ma connaissance, donné d'objectifs liés au dispositif EcoGaz. En fait, il y a un objectif qui a été rappelé de 10% de baisse de consommation qui a été donné par le gouvernement. En fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la combinaison de deux phénomènes. Et pour l'instant, il faudra sans doute faire des études beaucoup plus détaillées, ex post, pour savoir faire la part des choses. On observe... Alors, il y a des effets climatiques. Bon, ça, à la limite, on sait le faire parce qu'on a des corrections climatiques que l'on peut apporter, notamment nos amis de GRDF qui font ce travail-là très régulièrement, en permanence. Mais après, il y a la sobriété volontaire telle qu'elle est encouragée par EcoGaz, d'une part, et puis il y a aussi la sobriété subie, c'est-à-dire celle qui vient des niveaux de prix très élevés dont je parlais tout à l'heure, et qui font qu'un certain nombre de sites industriels sont amenés notamment industriels, d'acteurs économiques en général, sont amenés à réduire ou à voir arrêter leur consommation. C'est aujourd'hui très difficile de faire la part des choses entre les deux. Voilà, donc c'est pour ça que c'est difficile de donner un objectif spécifique sur EcoGaz, mais je pense que, c'est ce que je disais tout à l'heure, au-delà de la contribution, honnêtement, on a été vraiment surpris de l'engouement, et encore une fois, je vous remercie, vous qui êtes là et qui êtes parmi les précurseurs à nous avoir rejoints, de l'engouement que ce dispositif déclenche. Ça ne fait pas question, quoi. C'est vraiment, quand on en parle tout de suite, les acteurs à qui on en parle veulent nous rejoindre. Donc je pense qu'on est vraiment au démarrage d'un mouvement qui perdurera au-delà des difficultés potentielles de cet hiver ou de l'hiver prochain, puisqu'il y a aussi ce sujet évidemment du réchauffement climatique. Si je peux me permettre juste en complément, nous, on n'a pas non plus on n'a pas fixé d'objectif, mais dans le tour qu'on a fait des industriels qui sont raccordés, vous avez vu sur un slide, on vous a dit 1 degré, c'est 7% de la consommation. En fait, quand on fait le tour des industriels, spontanément, en fait, leur objectif, c'est de l'ordre de 8% aujourd'hui. Ceux qui adoptent la charte se disent qu'ils doivent pouvoir faire du même ordre de grandeur. Et un autre élément encore, puisque du coup tu m'y fais penser, Dominique, c'est que 1% de baisse, 1 degré de baisse, globalement, c'est 7% d'économie. Et donc on a fait ce petit calcul de dire si tout le monde fait 1 degré de baisse, combien ça fait d'économie sur l'hiver. Et le résultat en France, c'est 16 TWh. Et il se trouve que ce 16 TWh, vous l'avez peut-être vu au début de mes slides, ça représente à peu près les 5% dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les 5% qui nous manquent dans les situations d'hiver froid ou très froid. Voilà. Donc ça montre que quelque part, cet effort de sobriété volontaire, 1 degré, tout le monde peut le faire, enfin peut-être pas tout le monde évidemment, mais beaucoup de gens peuvent le faire. Je pense aux gens qui n'ont pas les moyens déjà de se chauffer à 19, ceux-là ils ne peuvent pas le faire, mais la grande majorité d'entre nous, on peut le faire, et ça suffit pour passer au moins cette difficulté. Oui. On va vous passer un micro peut-être. J'ai une question devant. Oui, donc Anne-Sophie Grave, donc CDC Habitat, donc acteur du logement, voilà, 500 000 logements, et donc la cible résident que vous avez évoquée, et dans ces 500 000 logements, c'est 80% de logements locatifs sociaux. Donc nous, on a démarré sur une campagne d'éco-gestes pour accompagner nos locataires. Néanmoins, dans la communication que vous faites une communication sur la consommation,
Mais ce qui est très important aussi pour le consommateur final, c'est la facture. Et aujourd'hui, on sait qu'on a quand même des prix, je dirais, de gaz très élevés. On va dire, bon, il y a l'effet du bouclier tarifaire, et c'est tant mieux. Mais néanmoins, il y a quand même des hausses importantes. Donc, est-ce que dans votre communication, ça sera uniquement sur la consommation, comme vous venez de le dire, là, les moins de 7%, mais de le lier aussi en disant, voilà, enfin, ça réduira aussi votre facture, parce que je pense que c'est un élément de mobilisation, je dirais, très important, surtout dans le contexte actuel. Enfin, on parle quand même beaucoup de pouvoir d'achat. Nous, on loge des locataires modestes, voilà, avec des ressources modestes. Donc, nous, on va communiquer aussi en disant, voilà, enfin, c'est pour faire baisser la facture, le meilleur moyen, c'est de moins consommer. Et voilà, je pense que ce lien est important à faire. Sauf erreur de ma part, je me tourne vers Vincent ou Guillaume. Il me semble que dans le site, il y a cette mention-là de la dimension économique, le fait que ça participe à la facture ou pas, enfin, on pourra sans doute le mettre. Mais je peux compléter, parce que sur ce sujet-là, il y a d'autres outils donc, qui existent. Vous connaissez sans doute, je crois que vous en êtes partenaire, l'Observatoire national de la précarité énergétique, donc, qui s'intéresse à la fois donc, à l'aspect consommation et multi-énergie, notamment le gaz, et puis évidemment qui suit l'aspect facture, puisque, comme vous venez de le dire, donc, pour 84% des Français en 2021, la facture d'énergie était un sujet de préoccupation majeur. Donc j'imagine que la prochaine livraison des mêmes questions va sans doute faire augmenter donc, ce seuil. Et il y a des courbes donc, dans la dernière livraison de l'Observatoire du mois de septembre donc, qui indiquent l'évolution des factures et par type d'énergie. Donc la prochaine livraison après l'hiver permettra d'y voir un peu plus clair sur ce point-là. Peut-être, on en parlait tout à l'heure avant le démarrage de cette réunion, mais je pense qu'il y a aussi un message qu'il faudrait passer pour le cas où il y a une ambiguïté dans la tête de certains de nos concitoyens. Quand on dit qu'il faut économiser le gaz, ou quand il y a une baisse du chauffage, il y a une chose qu'il faut absolument éviter, c'est que certains locataires ou certains habitants ou certains propriétaires décident de mettre un radiateur électrique d'appoint pour compenser un chauffage qui serait réglé un peu trop bas à leur goût. C'est la pire des choses qu'on puisse faire pour nous, pour la France, pour cet hiver. Pourquoi ? Si on met un radiateur électrique d'appoint, ça veut dire qu'on augmente la pointe électrique. On fait exactement l'inverse que ce que RTE demande. On augmente la consommation et dans les moments de pointe, donc on fragilise l'équilibre du système électrique. Premier point. Et deuxième point, si on met un radiateur électrique, eh bien, on se met à consommer du gaz. Tout le monde sait maintenant, grâce à la presse, que quand il fait froid, les centrales à gaz sont marginales, c'est-à-dire que ce sont les dernières centrales qu'on appelle. Et donc, si on appelle un kilowattheure de plus, on va appeler une centrale à gaz. Et pour faire la quantité d'énergie qu'il faut pour avoir le degré qu'on a perdu dans le logement avec le chauffage au gaz, il va falloir 2 fois plus d'énergie, puisqu'on va passer à travers une centrale à gaz dont le rendement est 1,5 à peu près. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que les gens fassent une ségrégation dans leur tête entre le gaz et l'électricité. C'est le même combat. Les économies d'énergie, c'est en gaz et en électricité, qu'on se chauffe au gaz ou qu'on se chauffe à l'électricité. Et je dirais encore plus si on se chauffe à l'électricité, en tout cas encore plus si on utilise des radiateurs électriques. Je repose une petite question. Félix Goutet d'Action Environnement qui demande si on peut avoir un rappel du nombre de consommateurs de gaz en France concernés donc par Ecogaz. Alors je vais parler sous le contrôle de Laurence, mais en France il y a 11 millions de consommateurs à peu près. Hein, ceux qui sont raccordés à nos réseaux sont marginaux en nombre, hein, c'est quelques centaines, alors ils représentent un tiers de la consommation française, mais en nombre de consommateurs, oui, c'est 11 millions de clients à peu près. Et une autre question de Delphine Simon de France Inter qui dit que le ministère de la Transition écologique évoque une baisse de consommation de gaz d'environ 14% en septembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Parce qu'il fait chaud. Ben, je l'ai déjà un petit peu dit, il y a 3 phénomènes que l'on observe. Hein. D'abord, alors c'est pas, enfin, nous on a regardé, on trouve ce chiffre-là sur août-septembre. Mais donc il y a le fait qu'il y ait des températures qui sont plus clémentes que la normale. Ça, c'est un premier point, ou que l'année dernière. Le deuxième effet, c'est sans doute une sobriété volontaire déjà, mais bon, là, elle n'est peut-être pas encore, puisque les chauffages en août-septembre, évidemment, ils n'étaient pas démarrés.
Et puis le troisième phénomène, c'est cette sobriété subie, c'est-à-dire c'est l'augmentation très très importante des prix de l'énergie qui font qu'un certain nombre d'acteurs économiques, particuliers ou entreprises, réduisent leur consommation parce que les factures deviennent insupportables. Je crois que voilà, et c'est très préoccupant. On pourrait dire d'un point de vue gestionnaire de réseau, nous on est gardien des équilibres, évidemment si la consommation baisse on est content parce que ça va faciliter notre tâche pour l'hiver, mais en même temps c'est aussi des dégâts économiques pour notre économie et pour l'Europe qui sont potentiellement très problématiques. Ah, une question ici, je vous passe le micro. Pierre de Montlivaud, FEDEN, bonjour ou rebonjour à tous les trois. Je reviens sur la question de la quantification des économies d'énergie. À défaut de se fixer un objectif, ce qu'on comprend bien, parce que ça va être multifactoriel, mais là, le jour où on rentrera dans le baromètre jaune ou orange, est-ce que vous espérez pouvoir réussir à mesurer l'impact de Ecogaz et en distinguant les différentes typologies de clients, industries, tertiaires ou ménages? Alors, ce que l'on sait faire en temps à peu près réel, c'est de faire la part des choses entre déjà les grands consommateurs industriels qui sont connectés sur les réseaux de transport et puis ce qui se passe sur les distributions publiques. Ça on sait le faire. On sait aussi comparer cette consommation à la consommation historique, puisque de toute façon elle nous sert pour calculer le signal Ecogaz. Donc ça, oui, on sait le faire. Ce qu'on ne sait pas faire en temps quasi réel, et là je parle sous le contrôle de Laurence, c'est la correction climatique, parce que celle-là, elle fait tourner des modèles statistiques, etc. Donc elle demande un petit peu de temps, donc en général, elle se fait à la fin du mois, pour le mois précédent, on va dire. Enfin non, à la fin du mois, donc en début de mois pour le mois précédent, voilà. Et alors par ailleurs, ce que l'on va faire, hein, d'ailleurs le gouvernement a commencé à le faire, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va rendre public, enfin c'est déjà public en réalité, mais c'est un peu technique pour le trouver, on rendra public un chiffre de consommation, on essaiera de la sortir de commentaires de référence à la consommation historique. Mais voilà, après l'interprétation, comme je le disais tout à l'heure, l'interprétation de ces chiffres-là est quand même très délicate à faire entre le climatique qu'on aura, mais avec un petit décalage, le subi et le volontaire. Oui, sur ce plan-là, il y a aussi la méthode des enquêtes sur des panels aussi représentatifs que possible pour évaluer ce que Thierry indiquait tout à l'heure avec l'exemple du chauffage d'appoint, tous les phénomènes d'effet rebond. Et donc l'ADEME commence à travailler sur ces sujets-là pour arriver à élaborer des questionnaires ciblés par type de consommateur, par type d'énergie, multi-énergie, pour arriver à approcher. Il faudra sans doute plusieurs années, y compris pour corriger les effets climatiques, mais c'est un travail donc qui démarre. Y a-t-il encore une question, peut-être des dernières questions, parce que l'heure tourne, donc on peut peut-être encore prendre une question. En relief, en parallèle, à un certain moment, le taux de déplétion des réservoirs et en parallèle le gradient de température. En d'autres termes, aujourd'hui, depuis la communication, tout le monde est au courant, connaît le volume exact de la taille des réservoirs, leur taux de remplissage, ça passionne les gens et la presse. Donc il n'y a pas intérêt à capitaliser là-dessus. Et pour dire que, voilà, et à donner des points de rendez-vous assez précis, c'est quelque chose qui est très motivant pour les gens, comme ils suivent leur réservoir, le contenu de leur réservoir de voiture. De la même façon, maintenant, ils se sentent responsables de suivre vos réservoirs. Oui, évidemment, la question est très pertinente. On a prévu de le faire, mais pas forcément d'une manière, comment dirais-je, systématique. Parce que suivre ça au jour le jour, là aussi c'est très difficile à interpréter. Mais par contre, on suit un tunnel et donc on sera effectivement amené, enfin je vais te laisser d'ailleurs compléter sans doute, mais on sera certainement amené dans le courant de l'hiver à intervenir pour éventuellement lancer un signal d'alerte, un drapeau, enfin quelque chose. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, le niveau, comme tout le monde maintenant, tout le monde sait où trouver le niveau des stockages. Ça va être sans doute un sujet, on va le retrouver dans la presse, même si on ne fait rien. Ce qui est plus délicat, c'est de l'interpréter ce niveau-là, et donc nous, on essaiera de le faire, mais on essaiera de le faire de manière ponctuelle, on va dire, tout au long du déroulement de l'hiver, en fonction des circonstances.
Oui, en fait, quand on parle de tunnels, c'est qu'on a effectivement des niveaux, enfin, c'est les expéditeurs, donc ceux qui utilisent nos capacités de stockage, qui ont des niveaux à suivre au fur et à mesure que se déroule l'hiver. Typiquement, il y a un point le 1er février sur lequel on fait attention parce que c'est justement le moment où on risque d'avoir une période de froid en fin d'hiver et donc c'est important qu'on soit au-dessus d'un certain seuil. Entre ces points, il peut y avoir des fluctuations parce que vous pouvez avoir une période où il fait froid, vous sortez du gaz et puis dès qu'il fait chaud, c'est une bonne idée justement d'en remettre dans le stockage pour regagner. Voilà. Donc on a quelques points effectivement tout au long de l'hiver, c'est ces points-là qui seront suivis. Ok. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de clôturer cette conférence de presse. Alors la suite des opérations, c'est quoi? C'est qu'on va vous proposer à tous les partenaires de faire une photo de groupe, une photo de famille et pour profiter de la présence de chacun. Donc on va enlever, si j'ai bien compris, les 2 premiers rangs pour se mettre ici, puis on prendra une photo en contre-plongée comme ça. Et la suite des opérations, c'est de vous inviter à prendre une petite collation là au premier étage. Et à 15h45, commencer les signatures de charte au 2e étage. Vous avez un petit papier, je crois, qui vous invite à vous présenter à une heure précise pour justement, encore une fois, profiter de la présence de nos 3 partenaires, enfin de nos 3 directeurs et de vous-même pour signer les chartes. Voilà. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Merci.